pas si François a pu nous rejoindre, s'il y a une urgence. J'ai Non, envoyé je des suis là, je messages. suis là, hein. Ah, bah il est là, François. Enchanté de revoir. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, heureux de te revoir. Eh bien, François, tu arrives à pic. Je vais mettre ta slide. François, aussi un maire de Seine-Saint-Denis qui fait bouger son territoire, aussi un maire entrepreneur social. François, est-ce que je peux te laisser te présenter un petit peu ton parcours d'entrepreneur social et comment est-ce que tu penses que, en tant que maire, tu fais bouger ton territoire sur la transition? Ça marche, merci Rudy. Bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est très difficile de passer après Olivier et Mohamed parce qu'ils ont déjà raconté beaucoup de choses et je dirais que tout ce que j'ai à dire, c'est à peu près tout pareil parce que je les adore et qu'ils sont très inspirants. Puis Mohamed, c'est mon chef, hein, c'est le président des maires de Seine-Saint-Denis. Euh, et donc je vais essayer d'être plutôt en complément que tout vous raconter, même si je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle François Dechy, je suis maire de Romainville depuis 2020. Alors moi, avant 2020, je travaillais pas avec Brad Pitt, je travaillais avec Thierry Dubois-Étier. Il est aussi beau. Et avec plein d'autres Et moins fous riche. comme lui que j'avais fédéré autour d'un projet qui s'appelait Baluchon. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la finance solidaire au Crédit Coopératif puis à France Active et puis après j'ai eu envie de d'agir directement sur le territoire où je vivais, en créant une entreprise sociale et en liant ma passion pour l'alimentation et les enjeux d'inclusion professionnelle, donc avec beaucoup de similitudes avec le parcours de Mohamed. Et puis, à la veille des municipales en 2020, enfin c'était plutôt en 2019, la maire sortante de Romainville ne se représentait pas et je sais pas, 18, enfin, ouais, au moment où on a appris ça, et ça devait être à peu près 15-16 mois avant les élections, et très vite on a vu se déployer une offre politique partisane peu désirable. Et donc c'est parti d'un apéro un vendredi soir avec d'autres acteurs de l'ESS de la ville et l'idée a fait son chemin que de faire une démarche citoyenne pour qu'il n'y ait pas des candidats autoproclamés qui finalement arrivent dans un fauteuil sans qu'il y ait eu un travail de fond mené avec les citoyennes et les citoyens sur la construction d'un projet de ville. Donc à vrai dire, on est parti sur cette dynamique citoyenne sans vraiment savoir qu'on déboucherait sur une liste au départ, sans vraiment savoir ensuite que on avait une chance de gagner. L'idée, c'était plutôt de dire, après, enfin, dans un contexte national où tous les codes politiques étaient en train de voler en éclats, de dire, on a la conviction que la transition, elle partira des territoires et d'une alliance entre la société civile engagée et des collectivités, et que ça, c'était quelque chose qu'on avait expérimenté en tant qu'acteur de la société civile, dont on voyait aussi les limites au regard du personnel politique local, et donc on décidait de prendre nos responsabilités en engageant une démarche territoriale de construction d'un projet. Bon, et le fait est que cette dynamique citoyenne a très bien marché, qu'on a on a fait, disons que le candidat autoproclamé issu de la majorité sortante a fait 33% au premier tour. Nous, avec notre liste 100% citoyenne, 100%
plutôt profil associatif, ESS, entrepreneuriat, qui s'affirmait quand même de gauche et écologiste, mais 100% citoyenne, a fait 28 contre toute attente, mais j'ai pas le temps de vous raconter toute cette aventure dingue, mais on a eu une très grosse mobilisation à la fois des quartiers de Romainville, mais aussi de toutes les ressources liées à la gentrification du territoire. Donc on a eu des artistes, des plumes, des vidéastes, enfin bref, on a fait une campagne de fou qui nous a permis de faire 28. Et la liste, l'autre liste de gauche qui fédérait le PC, LFI, LV Génération a fait 27. On a fusionné avec eux et on a gagné. Et Mm. donc, on a porté ce projet d'écologie populaire dans le cadre d'une majorité un peu nouvelle qui était composée à moitié de citoyens qui avaient jamais exercé de mandat politique et l'autre moitié de militants politiques plus ou moins aguerris, avec un énorme boulot, hein, puisque la ville a été communiste pendant 60 ans, et ensuite c'était les mêmes qui étaient au pouvoir depuis plus de 3 mandats. 3 mandats et demi, dans le cadre d'une alliance ancien PC avec le PS et les écolos. Là, on remettait donc une gouvernance complètement en place avec l'idée de réarmer le service public municipal après des années de, on va dire, d'abandon et dans le cadre d'une conviction qui était de dire le service public municipal, il doit être à la hauteur des besoins, mais il doit être challengé, questionné, augmenté par la Mm. participation citoyenne, par les dynamiques associatives. Mm. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a construit ce projet avec l'idée de faire des alliances sur des sujets pour avoir un certain nombre de victoires rapides. Et je rebondis sur ce que disait Mohamed, c'est vrai qu'on a des gros enjeux. Soit on va très lentement pour produire du consensus sur les sujets de transition écologique, soit on choisit d'abord les sujets sur lesquels on peut avoir naturellement du consensus et on va vite. Nous, on a essayé d'articuler les deux stratégies. Et il se trouve que sur l'alimentation, on avait, entre guillemets, la chance d'avoir une cantine tellement dégueulasse pour nos enfants qu'il y avait vraiment un consensus pour révolutionner le système. Et on l'a fait en alliance avec des acteurs de l'ESS, en l'occurrence une SIC qui s'appelle Nourrir l'avenir, qui était présidée par une Romainvilloise qui avait transformé son indignation de parents d'élèves en réorientation professionnelle vers les métiers de la cuisine et qui avait fini par fédérer toutes celles et tous ceux qui, partout en France, faisaient engager des révolutions sur les cantines. Et donc on a fait par exemple la première cuisine sur place, c'est-à-dire avec un projet de réimplantation des cuisines dans chaque école en 100% bio. Voilà, et avec un plan de déploiement d'ici 2030, mais une première cantine qui est arrivée assez vite dans le mandat et pour faire la preuve du concept. Et ça a été un vrai succès et la démonstration par l'exemple que entre des citoyens engagés, les parents d'élèves énervés qui transformaient leur énervement en capacité à co-construire avec nous, une expertise révolutionnaire, enfin une expertise qui subversive Mm. et une collectivité engagée, on arrivait à transformer le système. On a aussi beaucoup travaillé, parce que nous, il fallait aussi, Olivia parlait de la transformation de l'administration, on avait aussi un énorme enjeu là-dessus, et donc on s'est beaucoup appuyé, on a essayé de faire du transfert de techno. Il y a eu beaucoup d'accompagnement, un projet d'administration refondu, partagé, remettre de la qualité dans le dialogue social, mais on a aussi cherché à irriguer de l'état d'esprit et des méthodes de l'ESS notre propre administration. C'est pour ça que la ville s'est positionnée pour être agréée chantier d'insertion, non pas pour remplacer le boulot des assos ou faire à la Mm. place des assos, mais pour que
toutes celles et tous ceux qui, dans la ville, travaillaient sur les questions d'insertion sociale et professionnelle puissent connaître de plus près la fonction d'employeur d'insertion. Et donc, on a Mm. créé l'Agence communale de la transition écologique et solidaire, qui est agréé chantier d'insertion et qui porte des activités en lien avec la transition écologique, qui fait des métiers de donc gestion de notre ferme et de nos jardins partagés, d'animation d'ateliers sur l'éco-citoyenneté et l'alimentation, qui fait aussi de la gestion de tiers-lieux. Voilà, donc c'est là et ça c'était vraiment le but, c'était voilà transférer des états d'esprit et des méthodes dans l'administration. Et puis ça a été très loin cette aventure sur le volet inclusion puisqu'on a inauguré il y a quelques mois la fabrique de l'émancipation Claude Alfandéry, qui héberge sur le même site ces 800 mètres carrés de salles de réunion, d'open space, de bureaux, d'accueil qui permettent de ou coexistent ensemble les acteurs municipaux de l'insertion, une entreprise solidaire qui s'appelle Poles, des associations du quartier et qui se partagent un tiers-lieu dédié à l'inclusion et à la formation. Et donc nous on croit beaucoup à la fertilisation croisée en termes d'état d'esprit et ça nous a permis de gagner du temps dans j'allais dire la transformation culturelle. Voilà, j'essaye d'être court. Peut-être l'autre élément qui est le dernier point sur lequel, enfin deux derniers points sur lesquels je voulais insister. Le premier point, nous on est sur un territoire qui est comme le disait Mohamed, hein, qui suscite beaucoup de cannibalisme de la part des promoteurs immobiliers. Et donc on a beaucoup construit sans forcément anticiper les besoins sociaux, en provoquant la destruction de surfaces dédiées à l'activité économique pour les remplacer par du logement en accession à la propriété. Donc sur un contexte difficile et donc il y a eu aussi tout un travail de réappropriation du foncier, à la fois pour des équipements publics, mais aussi pour développer notre vision de l'économie. Et donc on a par exemple avec la ville de Noisy-le-Sec et Est Ensemble investi une surface de 3 hectares et demi, une ancienne friche industrielle qui était partie pour être vendue aux promoteurs pour faire du logement, qu'on a décidé de préserver pour faire de l'activité économique autour des transitions. On a appelé ça l'usine des transitions. C'était une ancienne usine de batterie. On a appelé ça l'usine des transitions et on a décidé de faire une incubation, de faire une occupation temporaire incubatrice du futur du site. On a beaucoup, on a beaucoup d'occupations temporaires aujourd'hui qui permettent de faire naître des initiatives exceptionnelles dans l'économie circulaire, dans l'économie solidaire, dans la cohésion sociale, et qui, une fois que les promoteurs sont prêts, partent et sont envoyés ailleurs pour qu'on fasse des vrais trucs sérieux avec des gros capitalistes. Là, l'idée, on a complètement inversé le truc, on a fait une occupation temporaire de cette friche et on construit l'avenir de ce site en lien avec les acteurs qui innovent et qui incubent des nouvelles activités au sein de ces locaux en occupation temporaire. Et on va tranquillement vers une consolidation de leur modèle à travers de l'investissement public et privé issu de l'ESS. Dernier point sur lequel je voulais insister, avoir des élus qui viennent plutôt de la société civile, de l'engagement associatif de l'ESS, qui arrivent aux manettes. Bon, on est un peu des braqueurs positifs. On est un peu les Dexter, si vous suivez la série de l'économie locale, territoriale et de la cohésion sociale. Mais c'est pas parce que sur nos villages ou nos villes, on a fait un braquage qu'on reste pas dans un écosystème qui est marqué par une culture politique plus traditionnelle, fondée sur le rapport de force, le poids des différents partis. Et donc, on a une énorme difficulté, une énorme responsabilité à trouver les leviers et à toujours bien maîtriser la fin et les moyens pour pouvoir peser. Le citoyen, l'élu citoyen, il peut être le dénominateur commun et celui qui pousse une dynamique à l'échelle d'un territoire.
Et on doit travailler des alliances, hein. C'est pour ça qu'on se coordonne beaucoup avec Mohamed à l'échelle de de nos territoires, parce qu'on est un peu les deux mers non alignées entre les roses et les rouges. Mais il y a aussi parfois connaître les codes de nos, comment dire, de ceux qui raisonnent pas comme nous, pour pouvoir jouer parfois sur le rapport de force, pour pouvoir impulser des transformations profondes. Je vous donne un seul exemple là-dessus. Là, en ce moment, on a, avec un certain nombre d'élus, pesé de toutes nos forces pour dire, c'est pas, on a aujourd'hui un budget à l'échelle du territoire de soutien de 300 000 euros à l'ESS, et à côté de cela, on a 50 millions chaque année qu'on dépense pour collecter et traiter nos déchets, et ces 50 patates, ils vont exclusivement à des boîtes du CAC 40, type Veolia, Sepur, qui finalement récupèrent des marchés à forte marge sur des sujets sur lesquels les acteurs de l'ESS du territoire ont des choses à dire et à faire, notamment en matière d'économie circulaire. Et là, par exemple, on est sur un gros projet de transformation du cahier des charges de gestion de nos déchetteries pour créer les conditions pour que les acteurs de l'ESS du territoire puissent demain gérer nos déchetteries comme des lieux de valorisation des ressources. Et là, en l'occurrence, les déchetteries, c'est 10 millions de chiffre d'affaires par an. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels, à un moment donné, il faut aussi peser et s'engager en tant que, vous avez appelé ça des maires entrepreneurs, moi j'appelle ça des élus qui viennent plutôt de la société civile engagée. C'est essayer d'imposer un nouveau récit, des nouvelles méthodes en ayant conscience de comment ça marche le reste du monde politique, et pas hésiter parfois à user du rapport de force quand c'est nécessaire pour pouvoir impulser des transformations profondes. Bon, et je m'arrête parce que je pourrais parler pendant 1 heure et demie, mais je veux Et laisser de la François, place aux échanges. Romainville, merci beaucoup François. Romainville, c'est une ville anciennement maraîchère. T'as pas parlé de la cité maraîchère volontairement ou c'est un projet en tout cas qui s'inscrit quand même dans une histoire de continuité peut-être d'un territoire de transition, quoi. Non? Ouais, alors Romainville, pardon, je l'ai pas dit, mais oui, ça a été une ville maraîchère jusque dans les années 50. Ma prédécesseur avait décidé de créer un objet assez coûteux, mais qui permettait de renouer avec notre passé, de se projeter dans l'avenir. Donc on a hérité de ça et on a vraiment fait Hmm. au-delà de la cité maraîchère, hein, qui n'est pas une réussite sur le plan technologique, hein, d'en Hmm. faire vraiment un projet d'éducation populaire autour Hmm. de l'alimentation, et de faire de l'alimentation un levier Hmm. du récit et un levier majeur de cohésion. Mohamed a très bien décrit notre problématique, c'est qu'on passe de territoires qui sont d'une mixité sociale très resserrée. Il y a 20 ans, Romainville, il y avait l'échelle sociale, ça allait des ouvriers aux instituts, du logement social où il y avait les ouvriers, des pavillons où il y avait les ouvriers qui étaient devenus contremaîtres et des instituts, à une ville où le risque de polarisation est vraiment très très fort, avec un logement social qui se paupérise, et des pavillons où aujourd'hui c'est plus des instituts qui les achètent, c'est plutôt des avocats fiscalistes. Donc le gros sujet, c'est comment on fait ville ensemble, et l'alimentation c'est un puissant levier et qui crée du consensus autour de la transition, autour de l'écologie populaire. Et donc on a effectivement un vaste plan où on a la gestion, on a repris en gestion municipale des jardins familiaux, et on a un gros plan de déploiement. On a la cité maraîchère qui est un peu notre cité des sciences de l'alimentation. On a la transformation du modèle de nos cantines. On va vers une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation avec le CCAS. Donc ça, pour nous, l'alimentation, c'est vraiment un sujet Hmm. majeur pour créer de la cohésion, et puis bien sûr nourrir toutes les politiques publiques, sociales, santé et éducation. Ouais. Et peut-être en un mot, parce qu'on n'a plus trop le temps, mais
C'est pas pour faire du tout de la pub, mais on avait expérimenté avec vous. Tu as expérimenté sur le CCAS, une expérimentation qui s'appelle l'ABS plus R, avec Mm. l'idée de faire de la ville et de montrer que c'est une ville pleine de ressources locales. Et voilà, il y a une analyse d'impact avec Ça, la directrice qui a montré que ça avait pu un peu changer la perception de la ville. ouais, ça transparaissait. Comme Mohamed avait à peu près raconté la même chose, j'ai zappé pour faire court, Hmm. mais c'est effectivement, bah, je pense que ça incarne bien l'idée sur nos territoires, de dire oui, on a des besoins sociaux, on est confronté à des défis immenses. Sur nos territoires, mais on a dans le même temps beaucoup de ressources, beaucoup de capacité d'engagement de la population, beaucoup de nouveaux habitants et effectivement pour sortir du clivage entre les bobos qui viennent d'arriver et les classes populaires qui sont là depuis longtemps, de pouvoir justement créer des liens et des ressources. Et donc j'invite toutes les collectivités à abandonner la version traditionnelle de l'analyse des besoins sociaux, qui est souvent un traitement statistique assez basique et peu innovant, pour justement avoir une analyse des besoins sociaux beaucoup plus approfondies et par ailleurs qui articulent immédiatement la question des besoins et la question des ressources, parce qu'encore une fois, c'est pas seulement l'action du CCAS qui peut relever le défi des besoins sociaux de mon territoire, mais bien une capacité de compréhension collective des défis sociaux et une capacité de mobilisation collective et des services publics et de la société civile et des citoyens et des citoyennes engagés. Donc, vive l'analyse des ressources et vive la Compagnie Générale des Autres. Et vive la France. Et merci François. Et vive Romainville, vive Marseille, vive l'île Saint-Denis. Est-ce que à cette étape-là, avant de passer aux prochains intervenants, Thierry, est-ce que tu voulais faire un petit lien, poser deux, trois questions? Est-ce qu'il y a des questions, mais rapidement, là, qui se posent et quelqu'un qui voudrait, ça le brûle d'intervenir maintenant ou qu'il se taise à jamais? Mais moi, je préfère pas trop intervenir parce que de toute façon, je les connais, ces camarades, tout le bien que j'en pense, et donc c'est parfait tout ce qu'ils ont dit. Et ça montre vraiment ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut, au niveau local, commencer vraiment à changer les choses sans attendre. Donc, je ne fais pas plus de commentaires, je préfère laisser la parole à d'autres personnes qui peut-être ont des questions à poser ou des commentaires à faire. Eh bien, c'est le moment. Vous avez 3, Patrice 2, qui veut parler. 1. Patrice. Oui, bah, c'est très rapide, juste un petit coucou à tout le monde parce que ça fait longtemps que je vous ai pas rejoint et je ferai ça en clin d'œil. Alors bravo aux intervenants, c'était super intéressant. Et moi, je sors de 6 ans d'expérience municipale avec une femme maire qui était jeune et qui avait des vraies idées de changement pour notre petite commune rurale. On peut aussi changer dans les communes rurales. Et le petit clin d'œil à Thierry, c'est de dire que c'est quand même beaucoup plus gratifiant de faire bouger sa commune et son territoire localement que d'essayer de faire bouger un ministère où on s'use vite et où on n'obtient pas grand-chose. Allez, salut tout le monde. Hmm. Bien dit. Et d'autres personnes ont levé la main. François, Florine. Bonjour François Rouvier. Moi j'ai levé la main pour poser une question à François de Chis, s'il est François, encore attends, là. D'abord, François. merci toutes les interventions, c'était absolument passionnant. Donc moi je suis sur une liste municipale dans une petite ville, un tout petit village de 2000 habitants dans le Vexin, Hmm. dans le 95, avec un vrai grand projet de transformation qu'on porte avec la tête de liste. Moi, j'ai une grande expérience d'économie sociale et solidaire. J'ai connu Thierry Le Boëtier quand j'étais chez Renault, où j'ai développé un grand programme de mobilité solidaire qui s'appelait Mobilise. Hmm. Mobilise, ouais. Et voilà. Et donc, et puis j'ai dirigé une petite boîte aussi de l'économie sociale et solidaire après. Moi, je voulais demander à François Dochy, quand il est arrivé à la tête de la mairie, et donc, si j'ai bien compris, avec un peu de surprise, mais quand même, il a eu le temps de travailler son projet. Est-ce qu'il avait déjà la vision de tout ce qu'il a fait? Comment en fait il a fait tout ça? Parce qu'il a fait, j'ai l'impression, énormément de choses, mais ça se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Et surtout, est-ce qu'il s'était programmé ou est-ce que comment ça s'est construit?
C'est en fait, je pense que il y a la question, c'est comment tu survis à l'arrivée dans ce grand bain qui ressemble pas au monde des bisounours que tu as connu avant, ni au monde de l'entreprise, parce que ce qui est très très frustrant pour des entrepreneurs, c'est que souvent quand on est entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire, on produit la vision politique et on la réalise dans le monde merveilleux des collectivités locales et du statut de la fonction publique, on est plutôt censé euh, exprimer des orientations et prier pour que l'administration puisse la mettre en œuvre. Je pense qu'il y a vraiment pour tous les acteurs, c'est pas parce qu'on veut changer le monde et qu'on veut changer le monde, la façon de faire de la politique, qu'il faut ne pas se faire l'effort d'essayer de comprendre comment le monde politique fonctionne. Et il se trouve que moi, j'ai eu la chance d'être un enfant d'élu local, structurellement minoritaire au PS, et donc qui avait déjà connu toutes les saloperies qu'on peut imaginer dans le monde politique. Et par ailleurs, j'étais passionné, mais d'une espèce de passion malsaine. J'ai adoré Baron Noir, etc. Donc si vous voulez, j'ai essayé de transformer positivement ma passion malsaine pour les petits jeux politiques que j'ai toujours adoré observer, analyser et dont j'aimais m'amuser en tant qu'observateur pour essayer de survivre. Parce qu'effectivement, quand vous débarquez dans une ville, vous devez avoir réponse sur tous les sujets qui concernent vos habitants et sur 100 sujets sur lesquels on vous interpelle, il y en a 10 où vous avez un pouvoir direct et 90 où vous n'avez qu'un pouvoir d'influence d'embarquement d'autres partenaires. Voilà, donc il faut savoir jouer des coudes et toujours avoir une analyse qui permette de mettre sa compréhension de l'écosystème actuel ou du monde ancien au service de votre monde nouveau enfin, en fait, l'enjeu, c'est savoir faire de la politique autrement Hmm. avant que la politique vous rattrape et fasse de vous un personnel politique tout pareil. Donc, Hmm. c'est savoir jouer de ça en pouvant aussi s'entourer. Et moi, je veux saluer l'ami Thierry, l'ami Hugues, l'ami Christian Sauter, l'ami Christiane Bouchard. Voilà, euh, c'est toujours très important quand on se lance de s'imprégner et d'être entouré de personnes qui se sont cognées le système avant vous. Ok. Merci beaucoup pour ces éclairages.